présente donc Emma Matoulin, qui sera notre invitée de ce soir. Donc que vous regardiez en live ou en replay, cette vidéo voilà, sera disponible également en replay et vous pourrez échanger avec Emma en direct pendant le live si vous êtes connecté ou en commentaire si vous le souhaitez. Ensuite, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, à vos remarques pour développer un petit peu plus les sujets qui vont être abordés ce soir. Et donc du coup, Emma, avant que je te donne la parole et que tu puisses te présenter, je vais juste expliquer un petit peu le contexte de trajectoire pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore et, et pourquoi toi et pourquoi nous ce soir, pourquoi cet entretien. Alors, donc du coup, trajectoire, c'est donc des invitations que je fais auprès d'artistes, artisans, créateurs pour qu'ils viennent nous expliquer leur parcours, comment ils ont évolué durant leur enfance, durant leur vie de jeune adulte, durant leur vie de moins jeune adulte, dans les milieux artistiques et créatifs qu'ils ont explorés. Le but étant d'inspirer le plus de personnes possible à se lancer en déverrouillant des blocages, des peurs qui pourraient être immobilisantes, en voyant que d'autres personnes ont réussi à procéder à certaines étapes. Peut-être que chez vous, ça vous permettra aussi d'accéder à ces choses-là, en vous donnant des exemples concrets de personnes qui réussissent à vivre de leur art ou à au moins explorer leur créativité jusqu'au bout de leur potentiel. Voilà, donc trajectoire, vous pourrez rencontrer plein d'artistes différents, femmes et hommes, de toutes pratiques. Et donc si vous avez des recommandations, des suggestions de personnes que vous aimeriez voir en interview avec moi, surtout sentez-vous libre de me faire des recommandations. Donc Emma, c'est donc devenue une amie, mais on s'est rencontrés par une artiste qu'on connaît en commun, Juliette, donc à qui je dis bonjour si elle nous regarde peut-être en replay parce qu'elle n'est pas connectée là tout de suite. Mais voilà, donc merci à Juliette de nous avoir présenté. Et avec Emma, ça a été un coup de cœur assez global, artistique, spirituel, mais aussi émotionnel et humain. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter aux personnes qui ne la connaîtraient pas encore ou de te donner cet espace de parole ce soir parce que là, je parle beaucoup, mais c'est toi qui vas plus parler après. Et donc, du coup, Emma, si je t'invite ce soir, c'est aussi parce que tu as diverses pratiques artistiques et créatives qui me plaisent beaucoup et qui me parlent beaucoup, dont j'ai grand hâte de parler plus amplement avec toi. Donc, tu as été comédienne pendant, disons, une dizaine d'années, quinzaine? Quinzaine Ouais, plutôt, ouais. quinzaine d'années. Et Professionnelle, quinzaine et une vingtaine d'années avec ça. voilà. Mm. Donc, c'est quand même une grande partie de ton parcours. Et tu vas nous raconter plus amplement tout à l'heure les différentes étapes par lesquelles tu es passée. Et aujourd'hui, tu fais de la gravure, du tatouage et du tarot. Mm. Donc, c'est voilà, des pratiques qui, moi, me parlent beaucoup personnellement et que j'espère, vous aussi qui regarderez cette vidéo, aimerez découvrir à travers le discours d'Emma ou redécouvrir à travers son discours. Donc, je vais te donner la parole maintenant, Emma. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment les choses se sont passées pour toi. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous dises comment tu vas. Quelle est la météo intérieure aujourd'hui? Elle est plutôt bonne. Je vais comme une personne qui a bien fait son rôle de maman aujourd'hui et qui a fait 20 milliards de trucs, qui peut penser à 4 choses en même temps et rester zen à l'intérieur. Donc la météo est plutôt bonne. Chouette. Donc du coup, c'est tant mieux que ce soit aujourd'hui finalement qu'on fasse ce live parce que la dernière fois, c'était plus compliqué. Plein de C'est problèmes parfait. techniques et logistiques. Du coup, aujourd'hui, on est bien alignés. Mm. Super.
Alors, la première question qui m'a été posée par une artiste que je salue et qui a beaucoup aimé ton travail, qui est Charlotte Segara, alias Voxaxov, c'est quel Mm. est le fil conducteur entre tes différents supports de création? Je pense que ce serait une bonne introduction pour que tu nous expliques un petit peu ton univers. Ok. La question, je l'ai prise par rapport à l'annonce du trajectoire de ce soir qui parlait de tarot, de gravure et de tatouage. Donc ça englobe pas toutes mes pratiques du coup, mais je pense que la question était plus posée par rapport à ces trois mots. Donc la réponse qui m'est venue automatiquement, c'est la peau, puisque alors la gravure est le premier médium qui est arrivé après le théâtre et qui était là parce que j'avais vraiment un besoin de création plus intime et manuel et que la question de la ligne, du noir, de la page, du papier, voilà, c'est des choses, c'est des matières qui m'attiraient profondément. Donc je suis allée vers la gravure et j'ai appris la gravure de façon classique chez un artiste graveur dans son atelier pendant 2 ans. Il m'a formé à peu près toutes les techniques. Après, je suis allée voir ailleurs pendant d'autres ateliers, évidemment. Et le lien avec le tarot, je vais faire le premier lien, c'est la peau parce que dans mon travail de gravure, j'ai expérimenté à un moment, pour une raison autre que ma création, la possibilité d'imprimer sur de la peau parcheminée. Mon mari est fabricant de tambours et il avait envie de donner à l'instrument un espace plus poétique aussi à l'arrière de l'objet, de l'instrument, au niveau du tendeur. Et donc j'ai expérimenté, je me suis rendu compte, le parchemin, la peau parcheminée, c'est l'ancêtre du papier en Occident. On n'avait pas, les Chinois avaient découvert le papier bien avant nous, et nous on imprimait encore sur de la peau animale. Enfin, on n'imprimait pas, on faisait des enluminures. Mm. Mais j'ai fait le lien et j'ai expérimenté. Je me suis rendu compte que je pouvais imprimer sur de la peau. Et ça a été un voyage extraordinaire. Déjà, découvrir la peau a été un voyage extraordinaire. Et ensuite, pouvoir inscrire une image dans une peau qui a vécu et qui offre aussi d'elle-même déjà une image. Parce que la première rencontre que j'ai avec une peau, ça a été une peau qu'on a grattée, qu'on nous avait donnée. Et j'ai découvert un paysage. Gratter, c'est-à-dire enlever le poil. Et j'ai découvert un paysage qui m'a transportée parce que c'était un paysage vivant qui était visible, quoi. C'était comme de découvrir les espaces où cet animal avait marché, où il avait couru. En tout cas, c'est la narration que je me suis faite, donc c'était extraordinaire. Et à partir de là, j'ai pu inscrire mes propres images sur ces images-là, donc ça venait déjà un dialogue assez troublant. Et donc la peau animale, et j'ai été enseignée pendant 2 ans par une femme autour du tarot de Marseille, parce que c'était tout simplement des images, une fois de plus, qui m'attiraient et que je ne comprenais pas. Et les livres, ça m'intéressait pas de les lire pour comprendre, parce que je comprenais rien. Enfin, c'était pas ma porte d'entrée. Donc c'était plutôt un enseignement oral. Et à l'issue de ces 2 ans, je me suis dit, le tarot a été fabriqué par des graveurs au départ, l'objet. Donc, pourquoi pas fabriquer un tarot? Mais j'avais pas envie de changer la symbolique du tarot de Marseille. Je la trouvais déjà tellement riche qu'aller faire mon tarot, moi, ça n'avait pas de sens pour moi. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'aller retravailler la matière. Puisque c'est un objet, on va dire, entre guillemets, spirituel, en tout cas un objet qui comporte un enseignement sur des quelques centaines d'années. Du coup, j'ai commencé à refaire, comme on faisait à l'époque, les plaques, les eaux fortes sur des plaques de cuivre. Et au lieu d'imprimer sur du papier, j'ai imprimé sur de la peau. Donc quand j'ai présenté ces tarots, c'était très beau parce que les gens pensaient que c'était un objet très ancien. Alors qu'évidemment, on n'a jamais imprimé sur de la peau. Ça n'existe pas. Mais le rendu était superbe et ça a continué de soutenir mon idée d'explorer la peau pour mon travail de création. Et j'ai commencé à vouloir essayer de faire des images sur des tambours, mais je pouvais pas à chaque fois faire une plaque parce que des fois on me demandait des images uniques. Donc je me suis dit pourquoi pas tatouer les peaux. Et là j'ai commencé à tatouer des peaux animales. Et pareil, une sensation incroyable. Et pareil, dans le rendu, quelque chose comme un objet très ancien qui aurait déjà existé
alors que pas du tout. Parce que quand on regarde des tambours anciens, ils sont peints. Ils sont pas du tout tatoués. Donc toujours cette même émotion d'obtenir une image qui nous semble archaïque, qui nous semble déjà vue, mais qui en fait n'a pas existé. On n'a pas tatoué des tambours il y a très très longtemps. Donc le résultat était assez fort aussi. Et puis je me suis dit, bah, si j'essayais de tatouer les humains, ce qui est plus difficile, donc ce qui est encore un chemin, c'est quelque chose que je continue d'apprendre. Je tatoue depuis 2 ans, donc ce qui est très jeune par rapport à la pratique du tatouage. C'est autant la gravure, on dit que c'est une technique complexe, le tatouage, c'est une technique très très complexe, et puis qui impose d'autres choses dans la forme aussi. Donc Quel serait pour toi, du coup, si on revient sur la question initiale, euh, le fil conducteur, on va peut-être même revenir encore avant. C'est-à-dire, quand tu étais jeune, la petite Emma, qu'est-ce que elle avait comme créativité, comme projet, comme envie euh, de manifestation dans la matière? Euh, bah, ça passait d'abord par le corps. Hmm. J'étais une petite fille qui était plus intéressée par aller jouer dehors et courir dans la forêt et aller au ruisseau. Hmm. Donc je pense que c'était plus un état de d'énergie, quoi, d'énergie avec le monde qui m'entourait et de mystère et de partir toute seule et de descendre dans le bois, pas très loin de chez mes parents, mais toute seule. C'était des choses comme ça. Hmm. Et puis beaucoup le corps. Et puis après, bah, le dessin. J'ai quand même grandi avec une maman qui est sculpteur sur pierre, donc ça offre quand même des images possibles autres que enfin, voilà, il y avait plein de livres d'art, il y avait un atelier, il y avait des choses qui m'attiraient très fort. Donc j'aimais Hmm. beaucoup dessiner, beaucoup dessiner. Euh, mais j'aimais aussi réciter des poésies. Je crois que j'étais Hmm. un peu intéressée par tout ce qui parlait d'un état d'expression, que ce Hmm. soit un état de ressenti avec le monde, qu'un état de pouvoir, moi, entre guillemets, avoir un point de vue, quoi, en faire quelque Hmm. chose. Donc je crois que ça brassait pas mal de choses possibles à l'époque. C'était Hmm. juste un instinct, quoi. Mm. Et du coup, pourquoi t'être dirigée plutôt vers la comédie alors, dans un premier temps? Alors le théâtre, parce que alors, je crois que la question de parler et d'être entendu, Hmm. je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, il y avait peut-être une attirance sur la, sur ce que le langage peut permettre. C'est-à-dire, le Hmm. langage, il ouvre des paysages. Et je crois que cette dimension de pouvoir parler et d'ouvrir des paysages pour l'autre, alors bien sûr, elle s'exprimait pas comme ça à l'époque, mais si j'essaie de rejoindre le sentiment qui m'a fait complètement m'aimanter vers le théâtre, c'était de cet ordre-là. C'était avec les mots, ouvrir des espaces. Hmm. Ouais. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé pour toi dès que tu as réalisé ce besoin? Est-ce que tu as été soutenue par ta famille? Vous avez donc choisi cette direction-là ensemble? Oui, ma famille, bah, ma mère étant artiste, c'était super pour elle Hmm. que j'aille vers des dimensions comme ça. Et mon père m'avait dit quand j'étais petit, on m'a pas laissé faire ce que je voulais, donc de toute façon, je ne vous empêcherai jamais de faire ce que vous voulez. Donc j'ai Hmm. quand même eu beaucoup de chance par rapport à ça, c'est-à-dire que ils étaient complètement avec, complètement, Waouh, mais complètement. c'est précieux. C'est très précieux, ouais. J'ai pas dû lutter par rapport à mon choix. Hmm. Absolument pas. Mm. Et du coup, quand tu as décidé de te diriger dans cette direction, t'es allé vers qui, vers Je suis quels enseignements? j'étais au lycée et j'ai ouvert la porte de l'option théâtre alors que je faisais pas partie de la classe littéraire. Je suis tombée sur une femme horrible, une comédienne
qui nous a demandé de faire une impro. Elle n'avait même pas calculé que c'était la première fois de ma vie que je débarquais. Elle a fait des grands yeux quand j'ai essayé de faire un pauvre truc. Donc c'était pas du tout une expérience positive, mais comme je suis quelqu'un d'assez, comment on dit, euh, d'assez entêté, ça m'a pas empêché. Et ensuite j'avais la chance, enfin la chance entre guillemets, mais j'étais à côté de Saint-Étienne et à la chance d'avoir ce lieu, la Comédie de Saint-Étienne, qui était un haut lieu de théâtre dans une ville complètement paupérisée et pas très joyeuse. Mais il y avait ce lieu qui s'appelait la Comédie de Saint-Étienne et qui brillait très fort. Donc je me suis inscrite aux ateliers de la Comédie de Saint-Étienne. J'avais 17 ans, 16 ans peut-être, 17 ans, 16-17 ans. Et j'ai suivi une première année de cours de théâtre et là, l'enseignant nous a dit qu'un metteur en scène stéphanois cherchait de toutes jeunes femmes pour un spectacle. Et donc j'étais avec mon ami qui me dit vas-y, on va faire l'audition. Et on est allé faire l'audition, oui, j'avais 16 ans et demi, je pense. Et donc on a été prises toutes les deux et on a fait un chœur d'Ophélie. Donc on était 10 jeunes femmes à jouer Ophélie dans un Hamlet Machine de Heiner Müller, qui est une pièce ultra contemporaine et assez violente dans les propos. Et je me suis retrouvée dans une aventure folle, quoi. À 16 ans et demi, 17 ans, on a joué dans des gros théâtres entre Lyon, Saint-Étienne, et là j'ai dit c'est ça que je veux faire, quoi. Même si je comprenais la moitié du texte, mais le plaisir au plateau était. Oui, en tout cas, tu savais que enfin, tu sentais que tu étais à ta place. C'était presque plus le mental qui parlait, mais plus le corps et les vibrations finalement. Ouais, c'était une liberté en fait, c'était une joie de vivre. Et puis l'équipe était superbe, ils ont vraiment pris soin de ces toutes jeunes gamines qu'on était et on a vécu une expérience extraordinaire quoi. On se retrouvait en tournée, enfin c'était fou, c'était fou et pour la petite anecdote, je me suis retrouvée devant tout mon lycée qui devait aller voir le spectacle et j'étais pas du tout une gamine populaire de quoi que ce soit et euh, et le chœur de Félie, on avait tous des flingues à un moment et on tendait un flingue devant le public en chantant le chant des partisans. Et j'ai fait ça devant tout mon lycée et ça m'a fait quelque chose. Ah, tu m'étonnes. Ça Donc marque à vie. ben oui, c'était une expérience d'existence et de faire un pas de côté et d'exister quoi. Alors que j'étais plutôt une jeune fille très introvertie, très timide, l'inverse de quelqu'un qu'on pourrait imaginer faire du théâtre quoi. C'est Ok. Et du coup, comment les choses ont évolué ensuite? Est-ce que tu as rejoint des compagnies, des troupes? Bah ensuite, c'est le parcours de tous les jeunes comédiens, c'est-à-dire qu'on passe des concours d'entrée des grandes écoles et c'est un parcours du combattant parce que il y a 2000 participants pour 15 places. Donc j'ai pas lâché l'affaire et puis j'ai enfin décroché une école et puis l'école s'arrête et on apprend plein de choses mais après il faut rentrer dans le monde du travail. Donc pareil, des années difficiles, hein, des années voilà, des années complexes. Mais après, c'est toujours une histoire d'une rencontre et je crois que j'avais 25 ans et une metteur en scène lyonnaise m'a vue sur des espaces où on faisait des lectures et elle m'a proposé de rejoindre sa compagnie, ce qui était complètement fou pour moi. Et au début, je devais juste être là pour participer à des petites formes. Et puis en fait, elle montait un spectacle, Les Serviteurs de Jean-Luc Lagarce. Donc pareil, une écriture vraiment ultra contemporaine à l'époque et novatrice. Et elle me dit, bah écoute, finalement, je pense que c'est toi qui vas faire la deuxième femme de chambre. Donc ça a été mon premier rôle. Et pareil, à la fois des années de galère, mais finalement, quand cette chose-là se passe, je me retrouve à jouer sur des CDN dans une grosse tournée et j'ai 25 ans. Donc c'est, je suis très jeune et je suis la plus jeune de l'équipe évidemment. Je suis entourée de comédiens qui ont 60 ans passés. Donc c'est initiatique quoi. Et après, ben,
rencontre différentes compagnies, et puis il y a des moments qui se passent bien, il y a des moments de galère. C'est complexe le métier de comédien. Et est-ce que du coup, tu as envie de nous partager des, des apprentissages de ce parcours de comédienne? Et en quoi peut-être ça a influencé tes choix vers ce que tu pratiques aujourd'hui? Et en quoi ça peut te servir aujourd'hui? Je dirais que dans les gens que j'ai rencontrés, euh, j'ai été initiée à beaucoup de lectures en fait, beaucoup de livres, beaucoup de livres aussi de pensée, de livres sur le monde, de livres poétiques sur le monde, de regard. En fait, ça m'a ouvert aux livres. Mm, Et les livres m'ont ouvert à progressivement me construire une pensée mm, qui était essentielle pour moi parce que j'étais perdue, complètement perdue dans qui j'étais et dans ce monde, quoi, où je me sentais totalement inadaptée. Donc, je crois que le théâtre m'a permis de commencer à me mm, penser et du coup à penser l'autre. Et ça, c'était déjà une possibilité de pouvoir regarder le monde avec une petite distance, quoi. Ne pas être juste collé à mon émotion et à mes espaces d'incompréhension. Donc, pour moi, l'enseignement du théâtre, il est là, finalement, il est par les textes, plus que par le plateau. Le plateau, ça m'a aidé à dépasser ma timidité, à savoir parler en public, à vivre des choses au niveau du corps qui étaient extraordinaires. Mais c'est le texte qui est resté. Et qui, Est-ce que, est-ce ouais, qu'il y a des textes marquants que tu voudrais nous partager, des titres ou des auteurs? bah, il y en a un paquet. Euh, j'ai beaucoup, si je prends pour garder le fil, Jean-Luc Lagarce, c'est du théâtre et c'est extraordinaire. C'est une façon de regarder le monde qui est extraordinaire. Mais après, des livres de pensée, j'ai beaucoup lu Didier Huberman, qui est un historien de l'art, qui m'a amené à regarder différemment certaines choses aussi. J'ai beaucoup de romans. Après, j'allais voyager au Japon, alors je lisais, je sais pas combien de livres sur le Japon, que ce soit des romans. Je pense à L'éloge de l'ombre, qui est un texte extraordinaire. Après, j'allais en Amérique du Sud, je lisais plein de textes brésiliens et je voyageais. Et là, des textes. Dans Et la- tu voyageais dans le cadre du théâtre ou c'était entre deux tournées ou représentations? Oui, c'était entre deux. Ok. Mm, ouais. Ou dans les temps de recherche, on allait lire, parce que quand on montait un spectacle, on allait chercher des références autour de l'époque, de l'univers, Dans ma formation de théâtre, j'aimais beaucoup parce que quand on nous faisait aborder une pièce en nous disant, ben, cette pièce elle est de telle époque, va voir les peintures de l'époque, va voir les textes de l'époque. Mm. Donc en fait, c'était un voyage parce que c'était toute une entrée dans un univers qu'on serait pas allé voir. Donc j'ai gardé ça. Mm. Super. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais retenues de certains mentors, entre guillemets, ou figures emblématiques que tu aurais rencontrées sur ton chemin pendant ces années de théâtre? Des quoi de? Excuse-moi, j'ai pas compris. Des enseignements de mentors ou de figures importantes dans le théâtre, des choses que ces personnes t'auraient transmises. Euh, 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 c'est c'est complexe dans le sens où à chaque fois c'est différent selon la personne. Mm, Il y a une metteur en scène que j'aime énormément, qui nous a énormément fait travailler. C'était du corps, du corps, du corps et de la rythmique et ça, c'est des énergies qui sont extraordinaires. C'est l'énergie du corps. Mais j'aurais pas de phrase de mentor comme ça. Je crois que mes mentors, c'est un collage de toutes mes expériences. Mais j'ai pas cette image de mentor. J'ai des images de rencontres et d'expériences qui se superposent et moi, j'en fais un enseignement qui n'est que le mien, qui est juste ma vie, quoi, qui est juste mon expérience. C'est comme si la phrase de l'un, c'est sa phrase, mais moi, je la colle avec la phrase d'une autre et d'une autre. Enfin, je sais pas si je suis claire et non, non, c'est ça va clair. fabriquer quelque chose.
mais j'ai pas de phrase de mentor. Je crois pas que je fonctionne comme ça. Ok. Mm. Oui, c'est des choses qui infusent et qui Ouais, viennent en fait avoir des répercussions dans tous les domaines de ta vie, mais pas forcément de manière explicite, c'est plutôt implicite, quoi. ouais, Hmm. ouais, complètement. Mm. Ok. Ok. Et du coup, comment est arrivée la gravure? Comment sont arrivées la gravure, le tarot, le tatouage Mm. ensuite? Mais voilà. Euh, En fait, ce que je disais au début, pour ceux qui ont entendu, c'est que j'ai commencé par dessiner beaucoup. Et à un moment dans le théâtre, c'est extraordinaire parce que c'est une aventure collective. Mais quand on est comédien, on est dépendant d'un spectacle, d'un collectif, de choses comme ça. Hmm. Et moi, j'avais aucune volonté d'être metteur en scène. C'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Mais j'avais besoin d'avoir un espace de création intime et que je puisse conduire moi. Et j'avais mes mains qui étaient tristes, Hmm. quoi. C'est comme si je faisais plus rien avec mes mains. Et à cette époque-là, j'étais à Paris et je suis rentrée juste dans une galerie qui exposait de la gravure. Et j'ai appris plus tard que c'était une galerie spécialisée dans la gravure. Hmm. Et quand j'ai vu ces images, je me suis dit, ah, mais ça m'intéresse. Et comme j'avais du temps entre deux spectacles, je suis allée voir un graveur qu'on m'a recommandé. Et là, là, c'est ouvert tout un espace pour que je puisse exprimer un espace intérieur et plus intime et qui passe par l'image, mais qui passe surtout par les mains. Ce qui pour moi dans la gravure me plaît parce qu'il y a tout le rapport à la plaque, à quelque chose de physique pour ensuite faire une image. J'ai pas été attirée par la peinture, par exemple. Hmm. J'étais attirée par une confrontation avec une matière à aller graver. Matière Donc, noble. le cuivre, c'est beau, ouais. Mm. C'est une belle matière et je suis restée avec le cuivre pour travailler, ouais. Mm. Et puis après, le papier. Donc, ouais, c'est les matières qui m'ont attirée. Hmm. Et dans tout ça, du coup, il y a eu la rencontre avec Mathieu, les tambours. Mm. Que tu veux nous raconter un petit peu en quoi ça a été décisif aussi, toi, dans ton évolution artistique, créative? Bah, ce qui a été décisif aussi, c'est qu'à un moment, je commençais à me fatiguer du théâtre, de ce que ça me demandait. Et je crois que je m'étais assez sortie de moi-même et que j'avais besoin de plus rentrer à l'intérieur. Donc, ce qui a été décisif, c'est que j'ai quitté certaines zones géographiques dans lesquelles j'étais pour me retrouver dans le Pays Basque. Et là, je me suis dit, c'est le moment de basculer vers la gravure plus fort, quoi. Et de lâcher un peu le théâtre avec lequel j'étais toujours en désir, mais c'est coûteux de faire du théâtre. Faut tenir, c'est pas ça a sa part d'ombre et de lumière, quoi, comme Oui. approche. Et comme ça faisait quand même pas mal d'années que j'en faisais, j'avais besoin d'aller voir d'autres choses. Et du coup, j'ai ouvert mon atelier de gravure quand je suis arrivée dans les Pyrénées. Mm. Et puis j'ai eu 2 enfants. Donc ça a aussi chamboulé ma vie parce que c'était pas quelque chose de spécialement prévu. Et donc ça aussi, c'est vraiment des matières qui à un moment m'ont ramené vers moi-même, quoi. Mm. Donc c'est pas un choix, c'est un non-choix, c'est la vie. Et c'est ça qu'elle me propose et j'y vais, quoi. Et après, j'avais vraiment de plus en plus des images qui venaient et j'avais envie de graver, quoi. J'avais pas envie de jouer, Mm. quoi. Mm. 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 Et donc tout à l'heure, effectivement, tu nous parlais de la gravure sur peau, sur tambour. Euh, Est-ce que tu as choisi aussi ce... Ce médium? Oui, je veux dire ce support, le tambour. Tu as décidé de commencer à le graver aussi pour accompagner encore plus sa puissance vibratoire ou... Euh, c'était des essais, c'était des intuitions. Au départ, c'était même pas les miennes, c'était celles de Mathieu. Et, euh, et après, c'est ce que je disais au début, donc je sais pas si tout le monde a pu entendre, du coup, ça a été plus une rencontre avec une peau animale
qui m'a fait voir tout un paysage dans la peau et ce paysage m'a fascinée et l'idée d'inscrire une image dans ce qui est déjà un paysage, parce qu'une peau, ça raconte déjà plein de choses, bah, c'est un dialogue que j'ai eu envie d'entreprendre et qui m'a pris du temps parce que parce qu'on n'entre pas dans une peau comme ça en s'imposant dessus, quoi. Donc comment on joue entre l'image qu'on a envie de produire et l'image que produit la peau. Et du coup, c'est un aller-retour qui m'a pris du temps avant de pouvoir commencer là à faire ce dialogue-là. Est-ce que tu voudrais nous décrire à quoi ressemble, avant que les personnes qui ne connaissent pas encore ton travail puissent aller voir ton travail, ce qu'on peut y trouver comme éléments, comme symboles, comme représentations, quels sont les sujets ou thématiques abordées? Alors, bah, je vais parler du travail récent. Ouais. Donc là, je suis sur un travail justement uniquement d'impression sur peau. C'est un travail où j'essaye de parler du monde contemporain avec des outils très archaïques, donc avec des images très archaïques. Donc c'est un travail où on peut retrouver des tout petits personnages extrêmement naïfs, avec des petits bois de serre, mais comme un trait d'enfant, dans des paysages, comme s'il y avait des tribus, comme s'il y avait des mouvements de population, d'animaux, des choses comme ça. Et je m'en sers avec un support de narration, parfois sur des événements contemporains. Donc du coup, je suis là sur un travail où je mêle une image qui paraît très archaïque et qui est reliée en plus à la peau, donc avec des éclats, c'est pas des images blanches, c'est des images finalement assez sombres, mais dans lesquelles en même temps, enfin sombres au sens de la couleur, et dans lesquelles après je vais mettre pas que de l'encre noire, il y a du rouge, il y a du bleu, donc il y a de la couleur, et il y a des tout petits personnages minuscules qui de loin on peut croire que c'est une image abstraite. Et ça m'intéresse aussi. Donc on est juste face à des choses, peut-être c'est une écriture, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis plus on va s'approcher, et plus on va voir qu'en fait, il y a des tout petits personnages naïfs dedans, et qu'eux aussi racontent. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs couches dans l'image que j'essaye de faire aujourd'hui. Super. Donc ça, c'est pour les gravures actuelles. Mm. Le tarot, qu'est-ce que tu as proposé comme adaptation? Celui de Marseille? Ouais, c'est le tarot de Marseille assez basique. Et du coup, je joue en imprimant sur de la peau parcheminée. Donc la peau, elle va faire des éclats dans le trait. Et du coup, ça va venir un peu travailler l'image. Et après, j'en ai peint certains après, mais je trouve que c'est plus joli juste le noir sur la peau. C'est comme si ça donnait une transparence et une lumière que le tarot de Marseille n'a pas toujours. Pardon, parce que les couleurs sont assez sombres et assez dures. Donc j'ai voulu le garder assez lumineux. Donc du coup, la peau vient lui donner une lumière et une transparence qu'il n'y a pas dans la carte imprimée basique, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, tu fais des tirages aussi? Oui, ça m'arrive. Alors, je suis pas du tout sur une notion de diseuse d'avenir ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas du tout ma façon d'être et d'aborder le tarot. Je l'aborde plus comme un support de compréhension et d'émancipation et un support qui n'a pas d'affect, un support de pensée, de spiritualité. Et c'est la personne qui va aussi, du coup, avoir son propre dialogue avec ce que le tarot, avec ce que le collage, un tirage d'images, c'est un collage d'images, en fait. Et quand on colle des images ensemble, elles racontent une histoire. Et c'est pas la même histoire selon les images qui sortent. Et déjà ça, pour moi, c'est la poésie, quoi. Et je préfère avoir un rapport poétique au monde qu'un rapport prophétique. C'est très bien Voilà, dit. donc je l'aborde. Voilà, je l'aborde comme ça. Ok.
Et comment est venue l'idée du tatouage? Alors, tu disais, tu as commencé à tatouer donc des peaux, Mm. notamment les tambours, mais Oui. pas que. Et l'humain, alors, comment est-ce que tu t'es lancé? Comment est-ce que tu as pris ton courage à deux mains en disant, allez, ça y est, j'y vais. Ça suffit de se limiter à la peau morte. Je me lance dans la peau vivante aussi. Bah, très timidement, hein. J'avoue que je suis pas du tout tatouée de partout. J'étais pas du tout dans cette culture-là. Euh, donc très timidement, mais avec beaucoup de curiosité quand même. Et puis avec toujours cette ligne noire sur la peau, donc, que ce soit de la peau humaine, de la peau animale ou une ligne noire sur un papier, c'est toujours cette même émotion pour moi. Et je vois que quand je tatoue là, juste inscrire une ligne sur la peau, je saurais pas comment décrire ça, mais j'ai une émotion très forte de la ligne. C'est peut-être mon émotion du livre, d'une écriture, quoi. Comme si c'était toujours une écriture. Et donc l'écriture sur un corps, c'est encore un autre espace poétique fou pour moi. Mm. Donc, j'y vais doucement parce que c'est complexe et c'est une image qui reste sur la peau de quelqu'un. Donc c'est une responsabilité avec laquelle au départ j'étais un petit peu fébrile quand même. Et je le suis encore de toute façon. Alors moins parce que c'est toujours pareil. Quand on commence à pratiquer quelque chose, on sait un peu plus où on va, mais la fébrilité reste quand même la même. Et l'émotion physique aussi, sentir une aiguille dans la peau, de tenir ça, donc c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. Et après, pour être plus trivial, parce que c'est important de l'être dans le monde dans lequel on est, c'était aussi une question de comment gagner ma vie, parce que artiste graveur, ça fait pas gagner la vie. J'ai testé, hein, j'ai monté un atelier, j'ai donné des cours. Ça m'intéresse pas trop de donner des cours, j'aime bien transmettre, mais faire de ma vie pour la gagner des cours, c'était pas la voie qui m'intéressait. J'ai toujours besoin d'être dans un espace créatif, quoi. Et du coup, avec le tatouage, il y avait quelque chose de la gravure, c'est très confidentiel, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Et le tatouage, c'est à la mode, mais c'est la folie aujourd'hui, le tatouage. Et du coup, pour moi, c'était pouvoir continuer de rester dans un état de créativité avec quelque chose qui m'émeut et avec lequel financièrement je puisse avoir plus de rentrées, quoi, très concrètement. Donc il y a aussi ce facteur-là qui est rentré dans ce choix. Même si c'est pas la poule aux œufs d'or du tout et c'est pas comme ça que je l'aborde, mais j'ai quelque chose avec lequel je suis en relation avec le monde contemporain et comment je me débrouille et que je retrousse mes manches pour pouvoir continuer d'être libre, quoi. Mm. Mm. Je sais pas si tu vois le commentaire. Je le vois. Ok, bah du coup, c'est c'est très inspirant, je pense, euh, que tu expliques les différentes raisons pour lesquelles tu t'es tourné vers le tatouage et parler de sources de rémunération. C'est important aussi, je trouve, quand on est artiste, de savoir étendre le champ des possibles Mm. euh, et d'être toujours créatif dans les propositions qu'on va faire. Euh, Mm. moi, je soutiens toujours l'ouverture d'esprit et la flexibilité et l'adaptabilité chez les personnes que j'accompagne parce que il y a des choses qui fonctionnent un temps ou à tel endroit et qui vont pas fonctionner à tel endroit aussi bien que si tu te trouvais à un autre. Mm. Et ce que tu disais par rapport à la gravure, c'est très juste. C'est pas forcément la pratique la plus accessible et le tatouage l'est beaucoup plus puisque maintenant on n'est pas obligé d'être un taulard pour se faire tatouer. Non. Et, et donc je précise que j'ai été tatouée par toi, Emma, et que malgré le fait que tu sois fébrile, tu es très appliquée, c'est très droit, il n'y a aucune rature, bavure. J'en suis témoin. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il y a quelques retouches à faire, mais normal. Qui n'a pas de retouches à S'il faire? vous plaît.
Levez la main, soyez honnête. Et ok, super. Donc, est-ce que tu as envie de nous parler de ta masterpiece, quelle qu'elle soit, dans De n'importe ma quel quoi? domaine artistique? Masterpiece, pardon, je parle en anglais. Là, tu m'as perdu. Quelle est la création artistique dont tu es la plus fière ou celle où il y a eu le plus de reconnaissance du milieu artistique du public, celle qui a le plus fait vibrer, qui a le plus résonné? Hmm. Euh, et du coup, je pense à deux choses Mm. parce que comme j'ai fait plein de choses différentes. Euh, alors, je vais prendre la première. C'est le dernier spectacle de théâtre que j'ai joué. Mm. Et, et j'aime bien faire des blagues, moi, dans la vie. J'aime bien faire rire les gens. Et c'était un spectacle d'un auteur israélien. Et c'était un spectacle vraiment bourré d'humour juif, vraiment méchant et vraiment très drôle. Mm. Et j'avais un personnage horrible, exécrable et extrêmement drôle. Et j'ai fait rire les gens. Et Mm. ça, c'était extraordinaire de cet humour qui a la capacité de montrer le pire. Et le pire étant tellement, tellement pire qu'on en rit. Mm. Et jouer ça a été une expérience. Faire rire les gens, j'adore ça. Et alors le vivre sur une expérience comme ça a été une expérience extraordinaire. Mm. Et une expérience de liberté. Je crois vraiment en l'humour comme un état d'être, de ce rire dont on parle beaucoup aujourd'hui avec ce monde dans lequel on n'aurait plus le droit de rire de ceci ou de Mm. cela. Et voilà. Donc du coup, c'était à la fois le dernier spectacle comme ça dans lequel je jouais et qui m'a apporté beaucoup, beaucoup pour cette question-là. Et après, si je prends la gravure, c'est une série de gravures que j'ai faites justement quand je suis arrivée dans le Pays Basque, au fin fond du Pays Basque, bien perdu, au fin fond de la Soule quand même, en quittant Paris. Donc, pour ceux qui voient, le décalage est puissant. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai sorti une série de personnages à tête d'oiseau Mm. que j'ai appelé les petites cruautés et qui avaient comme un lien avec encore une narration, comme quand je faisais du théâtre, et qui en même temps avaient un lien avec un espace mythologique. Et c'était des scènes, il y en avait certaines, oui, que j'appelais les petites cruautés, et tous mes personnages avaient des têtes d'oiseaux. Et ça, c'est une série qui m'a énormément plu dans ce que ça sortait comme image un peu grinçante, un peu troublante, un peu impolie. Mm. Et, euh, et j'y en a eu une belle réception. Voilà. Et le spectacle dont je parlais tout à l'heure a eu un bon succès aussi. Donc, du coup, comme tu parlais d'expérience Ouais, ouais, positive ouais. face au public, je parle de mon expérience, mais du coup, ces deux choses-là ont eu une très bonne réception. Voilà. Mm. Est-ce que tu dirais que ça a influencé ton processus créatif, ces retours? Hum, non, ça n'a pas Mm. influencé mon processus créatif. Ça m'a juste donné de la joie et de la confiance pour continuer. Mm. Non. Ce qui est Ouais, voilà. quand même super important. Non, pareil. Avoue. Ce qui est énorme. Et oui, je suis d'accord avec toi, la dérision, l'autodérision, Je ne t'entends pas, Julie. Ah, bah, Ah, voilà, oui. ah, Ouais. Je n'entends plus Julie. ah, Est-ce que, ah. est-ce que vous entendez Julie? Ouais, on t'entend pas, Julie. Bon, Donc, on attend Julie. là, c'est bon. Ah oui, c'est mieux.
Décidément, Oui, n'achetez pas d'iPhone. là on t'entend bien. Ok. Donc, je disais oui, l'autodérision, la dérision, c'est quand même des choses ultra importantes à entretenir. Et merci de l'avoir souligné parce que parfois, ce monde est beaucoup trop sérieux. Mm. Donc, on a besoin de péter un coup. Voilà, je vais le dire comme ça. On peut le dire comme ça. En tout cas, peut-être de tellement avoir des idées hautes sur certaines choses qu'on en perd une petite distance Ouais. nécessaire. Mm. Et donc, alors, quels sont les projets en cours et à venir? Et ben là, je suis en train d'expérimenter mes petites gravures sur la peau. Hmm. Donc c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Les premières qui sont sorties là, c'est en septembre et je suis plutôt très contente de ce qui sort. Et j'ai besoin de continuer ce travail parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Hmm. Plein de choses. Voilà, il y a des images qui sont sorties qui m'intéressent beaucoup, mais j'ai besoin de continuer de tirer le fil. Donc là, je suis en pleine étape de création. Et j'espère, je croise les doigts parce que je n'ai pas encore de confirmation, mais j'espère exposer peut-être fin mai à Bayonne, mais j'attends encore confirmation. Mais sinon, Ok. c'est pas ailleurs. Oh, ça, j'en doute pas. Oui, bah oui. Et tu as exposé aussi à la Maison Zabaldou, qui est donc C'est un un lieu de créateurs et d'artisans. ouais. C'est un lieu dédié à l'artisanat d'art. Et du coup, il regroupe des pratiques d'artisanat et d'art. Donc la gravure fait partie de l'artisanat d'art. Et donc c'est une très belle aventure, c'est vraiment un joli lieu avec beaucoup de céramistes parce qu'il y a beaucoup de céramistes dans la région. Donc il y a une grosse présence de céramique. Et puis il y a quelqu'un qui fait des lampes, il y a quelqu'un qui fait des bijoux, il y a quelqu'un qui fait de l'émail sur métaux. C'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui travaille le tissage. Enfin voilà, il y a un gros atelier de bois en dessous. Donc ça, c'est un projet où moi, je ne fais pas partie du projet, mais je fais partie des gens qui sont adhérents à ce projet et qui ouvrent sur plein de petits métiers du monde actuel qui ont besoin d'exister parce que c'est des savoir-faire extraordinaires, quoi. Hmm. Donc c'est un lieu à soutenir parce que c'est soutenir des savoir-faire qu'il faut pas perdre parce que si l'humain il fabrique des choses avec ses mains, il est moins en relation qu'avec son petit ego, je crois. Hmm. Faut vraiment que je fasse plus de choses avec mes mains, hein. Tu vois? Chacun sa porte d'entrée, hein. Mais moi je pense que dans mon vécu, la question de fabriquer donne beaucoup de choses. Mm. Ouais. Mm. Et alors, je sais pas quelle heure il est parce que du coup, j'ai plus l'heure. Alors, attends, peut-être te répondre. Il est 19h53. Parfait. Du coup, pour les projets à venir, tu nous as tout dit ou est-ce que tu as un peu omis les rêves, les choses euh, que pour lesquelles tu plantes des graines secrètement? Je plante des graines secrètement sur d'autres expos dans d'autres endroits en France. Euh, et après, je crois que je suis quelqu'un de très basique. Je suis beaucoup avec l'instant de ce que je fais là maintenant. Hmm. Et la question des rêves et des projections sur la suite, je crois que je peux pas la faire si je fais pas mes projections du moment. Hmm. Voilà. Donc là, je suis sur mes projections du moment. Ça serait bien des fois que je vois un peu plus loin, mais je suis toujours pas foutue comme ça. Alors, Ouais.
Donc c'est Moi, j'ai souvenir que tu veux te former encore plus au tatouage avec des gens qui ont plus ah oui. d'expérience. Hmm. Tu as peut-être aussi des envies de collaboration avec d'autres artistes, d'autres Ah oui. artisans. Ouais. Bah, je suis restée pas mal dans ma grotte ces dernières années parce que j'avais des petits-enfants, parce que j'avais besoin sûrement d'être dans ma grotte pour plein de raisons. Mais là, oui, pardon, merci de Mm. souligner ça. C'est que oui, là, je suis dans un moment où j'ai besoin de réouvrir plus mon travail vers l'extérieur et de rencontrer des lieux, des espaces, ouais, je suis dans un moment dynamique et oui, alors oui, s'il y a des aspirations et des rêves, c'est de pouvoir être en création à plusieurs, de pouvoir sur des objets personnels, mais voilà, de pouvoir partager plus d'espace de présentation d'œuvres avec d'autres gens. Ok, Ouais. ok. Donc, participer à des expositions collectives, des Ouais. performances. Mm. Ok. J'en fomente une peut-être vers Saint-Étienne, mais c'est trop loin d'ici. Mm. Mais ouais, j'ai fait ça sur quelques expos où j'avais fait des performances dans mes expos. Et c'était un super moyen de faire rejoindre tout mon premier parcours et de pouvoir faire rejoindre gravure et théâtre quelque part. Donc oui, j'aimerais bien renouer avec ça et voilà, on va voir. Super. Merci Sarah pour ton gentil commentaire qui me dit quel talent pour tirer les fils et faire s'exprimer les artistes. Belle rencontre, merci. Alors qu'est-ce que tu en dis Emma? Est-ce que on a tiré les bons fils? Bah, j'espère. J'ai l'impression. N'hésitez pas, avant que je termine avec ma dernière question, à poser vos questions à vous si vous en avez pour Emma en direct. Profitez-en tant elle est là et dispo. Sinon, vous pourrez aussi laisser des commentaires sur le replay qui sera sur Instagram et sur Facebook. Non, et sur YouTube, pardon. Mais pourquoi pas sur Facebook? Ce lapsus est peut-être révélateur. Donc, ma dernière question, Emma, ce serait quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé, que ce soit ton apprentissage en tant que comédienne dans le théâtre ou dans la gravure, euh, ou alors le fait de quitter la capitale pour aller s'installer euh, en campagne, disons-nous. J'ai une phrase qui me vient, mais n'aie pas peur, tout va bien se passer. Mm. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça. J'aurais perdu moins d'énergie. Euh, hmm, Bah ouais, je crois que c'est l'histoire de faire confiance à ses intuitions profondes, hein, et surtout de travailler à les mettre en forme et que la chose n'est pas de mettre en doute ses intuitions profondes, mais d'apprendre à les mettre au monde Mm. et que peut-être le travail il est là et ça c'est un vrai travail pour un artiste quel que soit son médium. C'est pas tant de douter de qui il est ou de sa capacité à être, mais c'est peut-être de comprendre ce qui va lui être demandé qui n'est pas artistique dans le Mm. parcours. Et peut-être que j'étais très utopiste, et comme sûrement beaucoup, et d'avoir un soutien pour comprendre qu'est-ce que ça allait engager dans la vie et dans tout ça, ça aurait peut-être été intéressant finalement, Mm. plus que ce qui est fait intimement dans la création, quoi. Ouais, donc ça aurait été bien qu'on se rencontre plus tôt, en fait. J'étais beaucoup trop jeune. Oh, vu mon grand âge, vous ne m'auriez pas apporté grand-chose. tu, tu sous-estimes mon potentiel, Non, c'est vrai, je même le d'enfant, sous-estime. ma Je pense qu'à clairvoyance. 10 ans, non, mais ouais, et puis peut-être qu'aussi à mon époque,
bah, c'était moins formulé, toutes ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes artistes, ils sont de plus en plus préparés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils y sont trop préparés et qu'ils pourraient plus aller voir sur leur instinct, tu vois. Je sais pas. C'est des questions de génération, ça aussi. Ah, tu dirais que maintenant, on est peut-être plus formaté qu'avant, où finalement, il y avait plus de place à l'instinct. Ça, je sais pas, parce que je pense qu'il y avait d'autres formes de formatage à l'époque aussi. Donc, de toute façon, quand t'es artiste, regarde bien dans les angles morts où est le formatage, mais quand t'es jeune, tu peux pas le regarder. Donc, de toute façon, il faut faire le chemin, je crois. Je sais pas si aujourd'hui les jeunes artistes sont plus formatés qu'avant. Franchement, j'aurais pas le savoir de ça. Je pense que les formatages sont pas les mêmes. On va le dire comme ça. Ouais. Après, juste pour terminer, je pense que le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans le mien, quand j'avais 25 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Donc, je pense que la différence, elle est énorme. Parce qu'on n'était pas en permanence obligé d'exister par ces biais-là. Et ça, c'est énorme, la modification. Donc, je pense que quand on est artiste aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, j'en connais qui réussissent très bien sans les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'ils ont réussi à développer des réseaux physiques solides et ils sont d'une flexibilité, d'une adaptabilité incroyable et d'une liberté aussi. Je veux dire, ces artistes dont je parle, ils n'ont pas de famille, par exemple. Donc, voilà. Ils peuvent partir du jour au lendemain, faire une résidence qui leur est proposée sur un coup de tête, sans avoir besoin d'organiser quoi que ce soit. Enfin, du coup, oui, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour beaucoup de profils, quels qu'ils soient. Mais il y a plein de manières en fait de les utiliser. Donc, effectivement, je te rejoins. Tu l'as pas dit comme ça, mais sur le fait que faut faire attention quand même à peut-être pas trop se comparer et se baser sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et rester connecté à son intuition et à qui on a envie d'être, quoi. Oui, complètement. Et que cette chose-là, c'est une part de communication. Et même si on y met soi, parce que la communication, elle passe par là, c'est un outil de communication. C'est tout. Et c'est tout. Et ça a été fabriqué pour ça, et ça sert à ça. Donc, utilisons-le le plus joyeusement possible. Mais c'était vraiment pour parler d'une grosse différence entre moi, ce que j'ai vécu et ce qui est aujourd'hui. C'est des outils qui n'ont plus rien à voir. Donc, c'est des interfaces qui se construisent pas pareil, quoi. Et j'en profite, vu qu'on a eu un problème technique, enfin 2 problèmes techniques, et qu'on a perdu un peu de temps du coup pour grappiller encore quelques minutes avec toi. Et te demander du coup, c'est quoi tes astuces pour te connecter à ton intuition? Je crois que c'est elle qui se connecte à moi. Je le formulerais plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on va chercher des choses et puis peut-être c'est pas à ce moment-là que ça va venir, mais il y a un moment ça vient et c'est ça qu'il faut écouter à ce moment-là. C'est pas quelque chose que je vais aller chercher, c'est parce que je cherche des choses qu'à un moment il y a quelque chose qui va arriver et que là c'est ça qui est arrivé. Donc je le mettrais plus dans ce sens-là. Donc après, se connecter à ses intuitions, c'est déjà avoir une bonne vie où on est bien, où on est sécurisé, où on a le minimum de choses pour se sentir bien et en capacité d'être soi. Donc ça, c'est le minimum requis pour avoir un espace d'intuition, c'est-à-dire un espace de rêve. Parce que pour moi, l'intuition, c'est ton espace onirique, en fait. Et c'est une autre façon de le nommer. Ce serait peut-être l'espace onirique qui vient nous parler, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut être déjà dans un état avec lequel on est plutôt en paix. Enfin, non, même pas forcément, parce qu'on peut être traversé par des choses très dures et cet espace peut nous pénétrer. Mais en tout cas, c'est plus l'espace qui nous pénètre que nous qui
qui le convoquent dans ma façon de le vivre moi, bien sûr. Super, merci pour ce beau partage intime. Et, et pour conclure, du coup, est-ce que tu aimerais, bah, comme tu l'exposais là, dans ce dernier point, tu nous disais que c'était parce que tu émettais des recherches que, que l'intuition venait à toi. Là, quelle est l'intention que tu aimerais poser pour conclure cette rencontre? Euh, que, que cet échange il puisse inspirer et partager et que s'il y a des gens qui ont envie de me rencontrer, je suis là. Super, Dans le désir de partager et d'échanger. génial. Bon, je suis vraiment déçue il y ait eu une coupure au début parce que cet entretien était génial, c'est passé super vite. Ouais. Mais vous inquiétez pas, je vais faire un petit montage et tout sera dispo sur YouTube dans son intégralité. Et du coup, Emma se fait draguer en commentaire. C'est mon mec, hein, donc tout va bien. Merci Toujours Mathieu. l'humour. L'humour, c'est important. Voilà. Exactement. Donc, bah, Emma, merci beaucoup pour tous ces partages et voilà, ta fluidité de parole et voilà, cette liberté que tu as à transmettre les choses, c'est hyper précieux. Donc, continue de le faire autant que tu peux, s'il te plaît. On t'aime comme ça et on a hâte de voir la suite. Et donc, bah, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé ce live, d'avoir réagi, surtout Mathieu et tous ces émoticônes. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle rencontre trajectoire. Et sentez-vous libre de me contacter si vous avez un profil à me proposer. Je cherche des créateurs, des créatrices, des artistes, mais bientôt pas que. Je vais aussi inviter des professionnels qui accompagnent les artistes. Et donc prochainement, j'aurai l'honneur de vous annoncer un trajectoire avec une curatrice d'exposition. Donc pour vous inspirer sur les parcours et le travail de ces personnes qui peuvent aussi vous donner des territoires d'expression et qui peuvent être des collaborateurs et collaboratrices très intéressants. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Emma. Je vous dis au revoir à toutes et à tous. Et à toi, Emma, je te fais un gros bisou. À Et très merci à bientôt. toutes. Au revoir.